Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 12e numéro du Mag Découverte dont voici le sommaire. Dans quelques instants, cette période particulière où nos déplacements sont restreints, nous allons tenter de nous évader en partant à la découverte de l'Irlande. Puis juste après, Mathis Armand nous dira en quoi les lingettes désinfectantes sont nocives pour notre planète dans la Minute Écolo. Nous allons donc partir outre-Manche où s'est rendu Stephen Combe à la découverte des terres irlandaises et c'est maintenant dans ce reportage inédit. Pour débuter notre voyage, nous partons au Connemara, ou plutôt comme devrais-je dire, le Connemara, c'est ainsi qu'on le nomme dans cette région, de l'ouest de l'Irlande, au comté de Galway, comme le fredonne si bien le chanteur Michel Sardou. C'est un paysage verdoyant qui s'étale à perte de vue. Un nom qui provient du Conmain-Cremara qui signifie descendant du Conmachassé de la mer. Les Conmain-Cremara sont en effet une branche d'une ancienne tribu irlandaise issue du Conmainch et localisée sur la côte atlantique. Le Conmachassé, fils de chien, d'après la mythologie irlandaise, est le fils d'une reine Conmainch. Le Connemara décrit en fait tout ce qui se trouve à l'ouest du Louth Corrib, à l'ouest du comté de Galway, où la langue irlandaise, le gaélique, est encore parlée. Clifden est la principale ville du Connemara, une cité qui compte environ 3000 habitants. Ses ressources principales sont issues de l'élevage de moutons, l'exploitation de la tourbe, c'est-à-dire une matière organique très prisée dans cette région, et surtout le point fort est le tourisme. Arrêtons-nous un instant dans la Burnratty Castle and Folk Park, où se dresse un bout de Moyen-Âge avec son château intact d'époque, aux aspects authentiques où autrefois vikings et chevaliers prenaient place. Une histoire mythique de ce château qui était en premier lieu une forteresse, devenu plus tard un château qui a connu de nombreuses guerres et destructions. Sa dernière reconstruction remonte à 1425 entre le 6e comte O'Brien du Thomond à la famille Sudert, qui l'abandonnèrent en 1804. Il fut repris en 1954 pour y être restauré, faisant aujourd'hui le bonheur des fanatiques de l'histoire. Une rusticité qui se distingue au fil de notre balade, en arpentant ces rues de tous les âges jusqu'au siècle dernier, un petit village avec ses maisons paysannes et fermes, ou encore des commerces, écoles et forges, et évidemment, un incontournable du pays, un pub. Autre lieu incontournable de l'Irlande, au cœur de Dublin se tient la Guinness Storehouse, berceau de la bière blonde, et c'est l'un des premiers entrepôts de fabrication de la bière emblématique du pays. Ce bâtiment de 7 étages, en forme de pinte situé porte Saint-James, en plein cœur de la ville, impose et impressionne. Un lieu chargé d'histoire devenu un immense musée dédié à l'histoire de sa bière. Des reconstructions grandeur nature, de nombreuses œuvres et parmi elles, une fontaine gigantesque au premier étage, avec notamment le célèbre toucan, également présent, décliné sous toutes ses formes et couleurs, une façon de voir que l'Empire Guinness avait dès ses débuts misé sur une communication innovante pour l'époque. Dans une aile du musée, il y est un lieu totalement consacré à Arthur Guinness, père fondateur de la brasserie. Son bureau, avec son vieux fauteuil, des textes officiels signés de sa main ayant permis de créer la plus célèbre brasserie de toute l'Irlande. Un musée retraçant l'histoire mythique et des procédés de fabrication de la Guinness. La célèbre bière irlandaise est composée de divers ingrédients, de l'eau d'une grande quantité, de l'orge et du houblon et de la levure. Dans ce musée où manifestement l'histoire semble s'être arrêtée, de nombreuses machines de l'époque y sont exposées. Une histoire racontée au fil de cette visite, en vidéo, son et lumière, ce qui nous envahit et nous replonge 260 ans en arrière, lors de la création de cette bière emblématique qu'Arthur Guinness avait créée en 1759. Un art de la fabrication et de la stout, un autre nom donné à la Guinness. Quelques étages plus haut, dans la boutique officielle de marque, différents objets y sont en vente, passant du simple t-shirt au décapsuleur, jusqu'aux différents verres vendus au cours des siècles, mais aussi des sous-bocs vintage, ainsi que les affiches au slogan mondialement connu « Guinness, it's good for you ». On y compte également de nombreuses bouteilles Guinness, dont certaines datent de 1759.
Au dernier étage du musée se tient un bar au centre de la pièce, entouré d'une vue imprenable, surplombant Dublin en 360 degrés. Quittons ce petit bout des terres irlandaises avec ses magnifiques paysages, dont il est impossible de se lasser, dans cette nature où règne la pureté d'un air qui est paisible, et dont les secrets de l'histoire restent au fil des siècles bien gardés, une découverte des plus authentiques. Voilà pour ce très beau reportage. À présent, alors que depuis plusieurs mois, la Covid-19 affecte notre santé, nos libertés ainsi que notre économie, cette pandémie impacte également l'environnement. Comment? Par la production de masques jetables qui se retrouvent parfois en pleine nature. De plus, la vente de lingettes désinfectantes a explosé. Pourtant, celles-ci sont plus nocives pour notre planète que nous le pensons. Mathis Armand mène l'enquête de suite dans la Minute Écolo. Elle est invoquée comme pratique et facile d'utilisation pour tout nettoyer sans effort et en peu de temps. Et alors qu'elle n'est commercialisée que depuis la fin des années 90, la lingette désinfectante ou antibactérienne est le symbole de la société du jetable. Elle est aujourd'hui très appréciée par les Français. 4 foyers sur 10 en utilisent à raison de 7 par semaine en moyenne. Commençons par dire qu'elle est moins nocive pour la faune et la flore des rivières que les sprays qui notamment, eux, finissent dans les éviers puis dans la nature. Les industriels évoquent aussi une utilisation moindre d'eau à l'utilisation. Et c'est vrai, mais cet argument est surtout marketing et les marques dissimulent l'énorme quantité d'or bleu nécessaire lors de la production. Cependant, ces arguments restent peu convaincants face au désastre environnemental provoqué par leur utilisation. Voici pourquoi. Tout d'abord, et comme pour beaucoup de produits industriels, les lingettes jetables sont transportées sur de grandes distances par bateau ou par avion et alourdissent donc leur bilan carbone. Elles sont aussi constituées de 90% de plastique, une matière dérivée du pétrole, et sont imbibées de produits chimiques. Leur plus gros désavantage est la production de déchets qu'elles génèrent. En moyenne, ce sont 23 kg de déchets qui sont créés par personne et par an en France. Par comparaison, c'est seulement 1,2 kg pour des nettoyants plus conventionnels tels que les sprays, soit près de 20 fois plus de déchets générés. D'autant plus que, par leur matière composante, elles ne sont pas recyclables et finissent au mieux incinérées dans une décharge et au pire, jetées par l'utilisateur dans les toilettes. Le problème lié au rejet des lingettes dans les toilettes, c'est le traitement. Elles bouchent les canalisations et bloquent les pompes des stations d'épuration. En effet, elles ne se dissolvent pas dans l'eau comme le papier toilette, qui est lui étudié pour. Le dernier désavantage est économique. Nettoyer sa maison ou son appartement à l'aide de lingettes désinfectantes est 16 fois plus coûteux que les nettoyants classiques, seaux, serpillères, détergents. Toutefois, plusieurs solutions existent. Si vous n'arrivez pas pour le moment à vous débarrasser de ces lingettes, commencez déjà par ne plus les jeter dans les toilettes. Ensuite, il existe sur internet de nombreuses recettes aux ingrédients naturels pour astiquer votre intérieur. Il faut bien retenir que tout ce qui est jetable à une seule utilisation n'est quasi jamais écologique et on peut toujours se tourner vers des solutions durables qui se réutilisent. Comme beaucoup de solutions écologiques, elles sont moins chères mais plus contraignantes. C'est donc surtout une question de volonté. Alors, à vous de passer à l'action. C'est à présent la fin de cette émission. Merci à Mathis Armand et Steven Combe pour l'avoir préparé à mes côtés. Et merci infiniment à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité en ce début de 3e saison qui vous réserve encore de belles découvertes et de nombreux sujets sur l'écologie. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de notre partenaire On Production FR pour découvrir les tout premiers numéros de l'émission diffusée il y a 3 ans jour pour jour. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. À bientôt sur Air1.